Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode numéro 103, on est hypé parce que pourquoi pas, je suis chaud aujourd'hui, voilà, ça change un peu, ça change un peu comme ça. J'espère que tout va bien, j'espère que si tu passes une bonne journée, elle sera encore meilleure, j'espère que si c'est pas la meilleure journée de ta life, on va pouvoir améliorer un tout petit peu ça ensemble. On sourit un petit coup, ça fait du bien, et on est parti. Dans cet épisode, on va parler de liberté mentale et financière, de la relation entre la liberté et l'argent, entre le temps et la liberté, entre le temps et l'argent. On va parler un peu de tout ça. On va réfléchir un petit peu, voilà, un petit peu dans la continuité de ce dont on a pu parler dans certains des épisodes précédents, comme tu peux t'en rendre compte. Voilà, on parle un peu de finances, mais énormément de parallèles directs ou indirects. D'ailleurs, dans cet épisode, concrètement, on va parler pas mal on va pas seulement parler de thunes, hein, clairement, on va parler de développement personnel global. À nouveau, je te parle aussi de mes expériences pour illustrer, pour essayer de remettre un petit peu tout ça dans un contexte un peu plus concret, en tout cas concret pour moi. Évidemment, je t'encourage à réfléchir et à adapter cela dans le contexte de ta propre vie et de tes propres expériences, comme d'habitude. Alors, je vais un peu me baser sur le même livre que sur les derniers épisodes, The Psychology of Money, de Morgan Housel, mais en fait, on va probablement aborder qu'un seul chapitre, on dira, dans cet épisode, et c'est un chapitre qui fait genre 5 pages. Mais j'ai pris des notes et je me suis dit, tiens, ça devrait pouvoir durer un certain temps parce qu'il y a des trucs à raconter. Et voilà, donc cet épisode suit un peu le 98, 100 et 102, mais on parle de liberté, c'est vraiment un épisode totalement indépendant, concrètement, par rapport aux autres. Même si ça va un petit peu dans la suite, du coup, des 10 commandements psychologiques de l'argent que j'ai commencé à aborder, qui commence à prendre du temps à aborder dans les derniers épisodes de ce podcast. Ça devrait être le numéro 7, du coup, voilà, si je veux vraiment placer le contexte. Mais évidemment, je donne des titres différents et j'essaye de formater ces épisodes de façon à ce qu'ils soient indépendants pour pas qu'ils se pénalisent trop les uns les autres en mode « Oh putain, c'est le 4e, faut que j'aille écouter le premier et les 3 d'avant pour comprendre. » Pas du tout. Let's go. De toute façon, je vais prendre 30 secondes pour rappeler les 6 premiers commandements qu'on avait déjà vus. Mais bon, c'est plus pour la forme que pour l'importance concrète de cette démarche. Voilà, l'épisode 102, donc l'épisode précédent a battu tous les records d'audience, ou presque. C'est extraordinaire, merci beaucoup pour tous les partages que j'ai vus, notamment sur Instagram, ça fait méga plaisir, ça aide énormément si tu mets un épisode qui t'a plu en story, ou si tu l'envoies sur WhatsApp à un pote à toi. C'est voilà, ça leur montre que t'es quelqu'un qui travaille sur elle ou sur lui, et donc ça renvoie une bonne image de toi. Voilà, clairement. Enfin, j'aime penser, ça peut aider ou intéresser ces personnes en plus et créer des sujets de discussion stylés entre vous. L'autre jour, je suis allé chez mon meilleur pote, on était genre 5 et on a discuté de trucs très intéressants, un peu profonds, un peu des sujets que, voilà, si personne n'est un tout petit peu renseigné par rapport à ça, eh bien, c'est difficile d'avoir des constructions, des débats constructifs ou même, intéressants. Donc, c'est très très cool d'avoir des gens dans son entourage avec lesquels on peut faire rebondir des idées, histoire de pas seulement rester dans sa propre tête, même si c'est important. C'est l'ensemble qui est important, c'est un genre d'équilibre et tout. Et il me semble que j'essaye quand même d'effleurer la surface de comment équilibrer un tout petit peu tout ça dans ce podcast. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est un peu le but avoué du podcast, hein. S'améliorer soi et ses relations avec les autres, ce qui, à mon sens, fait partie des clés principales pour vivre une vie plus heureuse et plus remplie de sens. Il y a d'autres clés, bien sûr, on peut pas c'est difficile d'être exhaustif, hein. Il y a la spiritualité, la religion, ou encore la liberté, bien sûr, qui peuvent être des piliers très importants pour le bonheur ou le sens. Mais chaque chose en son temps, on peut pas tout aborder d'un coup. Et comme je l'ai dit, je parle principalement de choses sur lesquelles j'ai l'impression que j'ai quand même passé un peu de temps à réfléchir. Et ça, on va en parler d'ailleurs dans cet épisode, de réfléchir avant de parler aussi, parce qu'on a certaines libertés qui sont géniales, et je pense qu'on peut essayer de faire en sorte de maximiser leur intérêt
Voilà, j'avais posé un petit sondage dans l'épisode précédent. Merci beaucoup pour ceux qui y ont répondu. Mindset et discipline, c'est arrivé en tête, même si c'était globalement assez équilibré. Sinon, j'ai un épisode à ce propos qui va arriver. Prochain épisode solo, ça sera Mindset, discipline, t'inquiète, on va taper dedans. Je prends en compte ce que tu as dit et tu peux continuer d'aller voter parce que je vais continuer de prendre cela en compte pour la suite. Je vais pas faire souvent des sondages, mais là, c'était juste pour tester le truc, quoi, et pour t'impliquer un petit peu. Là, j'enregistre assez rapidement, du coup, parce que là, l'épisode est sorti il y a 2 jours. Le dernier épisode est sorti il y a 2 jours pour des questions d'emploi du temps. Il faut que j'enregistre celui-ci maintenant. Et je suis également en parallèle en train de travailler sur ma prochaine vidéo YouTube qui va être chère à mes yeux et qui est celle du marathon que j'ai couru à Paris en avril dernier. Voilà, affaire à suivre, mais ça devrait être stylé. Sans plus tarder, on part très rapidement dans un mini résumé des commandements précédents de ce livre. Dans l'épisode 98, on a vu les 3 premiers qui étaient « Personne n'est fou », c'est-à-dire que les gens font des trucs de ouf avec la thune, mais en fait, ils savent très bien eux-mêmes pourquoi le faire. Et on va revenir là-dessus, parce qu'à chaque fois, on revient un petit peu là-dessus. C'est bien pour ça qu'il l'a mis en premier, je pense. C'était une très bonne manœuvre de sa part. Deuxième chapitre, deuxième commandement, c'était sur la chance et le risque. Le troisième, c'était jamais assez. Qu'est-ce qui est assez d'argent ? Dans l'épisode 100, on a parlé de l'effet cumulé, des intérêts composés, de l'argent. Et dans l'épisode 102 de la semaine dernière, on a parlé de devenir riche versus rester riche, les différences de mentalité liées. Et on a parlé du commandement numéro 6, face, tu gagnes, qui expliquait qu'on peut perdre presque toujours, mais quand même gagner énormément. 99 échecs peuvent être effacés, et plus que cela, par une réussite, par une victoire. Donc 1%, donc mentalité des 1%. Donc voilà comment j'ai trouvé le titre de la semaine dernière. Je l'ai un peu sorti de mon cul, mais il faut réussir à improviser des trucs et les sortir de n'importe où dans sa vie de temps en temps. Apparemment ça a connecté et c'était pas trop ni putaclic ni hors sujet, je l'espère. Voilà. Allez, ça part sans plus tarder, on enchaîne direct avec le chapitre numéro 7, le commandement numéro 7, qui fait que quelques pages d'ailleurs, donc je vais très vite me détacher du livre pour diverger un peu, j'imagine. Et ce chapitre s'appelle, de façon parfaitement bien formulée, Freedom. Freedom, ce qui veut dire liberté en français. Controlling your time is the highest dividend money pays. Contrôler son temps est le plus grand dividende que l'argent puisse payer. Et au tout début du chapitre, l'auteur nous balance directement l'essence même du truc, hein, on peut comprendre un petit peu, mais preuve à l'appui, j'ai envie de dire, en tout cas étude à l'appui, il mentionne l'étude d'un ou d'une, je ne sais pas exactement, c'est un homme j'imagine, Angus Campbell, qui était un psychologue de l'université du Michigan, qui en 1981, il a sorti un livre qui s'appelle The Sense of Wellbeing in America. America. Excuse-moi, je suis un peu de bonne humeur. The Sense of Wellbeing in America. Le sens du bien-être en Amérique. Et c'était donc il y a 40 ans, hein, gentiment, 42 ans. Déjà, il a fait des études, hein, le mec. Et il pointait que les gens étaient généralement plus heureux que ce que la plupart des psychologues semblaient penser, mais que certaines personnes se démerdaient bien mieux que d'autres, d'un point de vue du bien-être, on dira. Et puis bien-être, sense of well-being, sens du bien-être, c'est un peu une formulation juste pour pas oser dire happiness, tu vois, juste pour pas oser dire bonheur, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de parallèles. Et en gros, il a étudié, il a fait une méga étude sur plein de gens, voilà, il donne pas tous les détails non plus, que les gens, si on essayait de les catégoriser et de trouver les dénominateurs communs qui pouvaient expliquer ce pourquoi certaines personnes se sentaient mieux ou étaient plus heureuses les unes que les autres, eh bien c'était assez impossible de les ranger par tranche de revenus. C'était pas tant leur revenu qui déterminait ça, c'était pas tant leur géographie, donc où ils sont nés, c'était pas tant leur niveau d'éducation non plus, qui était le plus grand déterminant, parce qu'on trouvait évidemment des gens partout, évidemment, c'est apparemment ce qu'il a trouvé, des gens de tous horizons, toutes origines, toute éducation et tout niveau de revenus qui étaient à la fois parfois très heureux, à la fois parfois très malheureux, sans qu'il y ait une relation statistiquement très significative dans tout ça.
Et il a trouvé sa conclusion. The most powerful common denominator of happiness was simple. Le plus grand dénominateur commun du bonheur était simple. Vas-y, je te la fais en anglais parce que on aime bien. Et ça, c'est donc tiré de l'étude, ou du livre plutôt. Having a strong sense of controlling one's life is a more dependable predictor of positive feelings of well-being than any of the objective conditions of life we have considered. Avoir un sens fort de contrôler sa propre vie est un prédicateur de sentiments positifs de bien-être, est un plus grand prédicateur, de sentiments positifs de bien-être que aucune des autres conditions objectives de vie que nous avons considérées. Donc, plus que ton salaire, normalement, notamment, plus que la taille de ta baraque, plus que le prestige de ton job, eh bien, c'était contrôler ce que tu fais, quand tu le fais, où tu le fais, avec qui tu le fais, qui est la variable de style de vie qui permet le plus de déterminer, par exemple, le niveau de bonheur d'un individu. Bon, est-ce que je t'apprends beaucoup de choses? Est-ce que ce livre nous apprend beaucoup de choses? On s'en doutait un peu, non? Je sais pas si on s'en doutait. Il y a beaucoup de choses dont on se doute quand on les a sous les yeux, mais que ça fait du bien parfois de se remettre sous les yeux. Et je trouve ça intéressant de parler un petit peu de ça du coup. Il faut reconnaître qu'une des valeurs intrinsèques de l'argent, c'est qu'il donne la possibilité d'obtenir plus de contrôle sur son temps. Je pense qu'on sera d'accord, jusqu'à un certain point en tout cas. C'est simple, hein, on passe tout simplement, il n'y a qu'à voir le modèle de la société actuelle par exemple. On passe, pour la grande majorité des gens, une bonne partie de nos vies à vendre notre temps pour de l'argent. C'est probablement ton cas si tu m'écoutes, parce que statistiquement, notamment parmi des gens qui ont la capacité d'écouter des podcasts, je pense que c'est majoritaire. Un salaire fixe nous est, plus ou moins fixe, hein, parfois bien sûr, nous est rémunéré en l'échange de notre présence, par exemple 35 heures par semaine, pour travailler, hein, parce qu'il ne faut pas seulement venir normalement, même si parfois être physiquement là, ça suffit. Il y a des niveaux d'implication qui sont différents et on peut comprendre justement pourquoi, parce qu'il y a un niveau de sentiment de contrôle et d'obligation contre son gré à le faire qui varie d'un individu à l'autre. Et ça va influencer sa motivation et probablement le sens de bien-être positif que cet individu trouvera dans sa vie. Tu vois, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, ça c'est un proverbe assez que tout le monde connaît, je pense. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est le genre de proverbe que tout le monde connaît, j'ai l'impression. Mais ça dépend. Ça dépend, je pense qu'on peut très vite comprendre comment et pourquoi. Après, la plupart des proverbes, j'ai envie de dire, on peut dire « ça dépend », j'imagine. Déjà, au début, oui, hein, l'argent ça fait le bonheur, c'est voilà, la plupart des gens quand même... Enfin, à nouveau, dans ce qu'on considère comme notre système sociétal actuel, on dira, et là je parle évidemment de toi et moi, dans des pays relativement développés, etc., on écoute des podcasts, donc il y a quand même un certain niveau de vie. Il n'empêche que pour avoir un certain niveau de vie dans cette société, pour les besoins de base, manger, se nourrir, s'abriter, boire, se protéger, etc., on a besoin d'un peu d'argent, sinon on peut vite être malheureux, il n'y a pas de doute. Ensuite, un peu plus d'argent que pour couvrir ses besoins de base, pour avoir un peu plus de confort, un petit peu de luxe de temps en temps, ça va clairement augmenter notre bonheur en moyenne, je pense. Hein, en tout cas, ça peut sembler assez logique. Si on peut se payer des vacances de temps en temps et pas juste travailler H24 pour pouvoir se nourrir et se loger et payer ses impôts, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais ensuite, très vite, l'argent deviendra de moins en moins impactant sur le bonheur des gens. C'est ce que pas mal d'études de ces manifestement 40 dernières années ont pu montrer, qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, par rapport évidemment, j'imagine, au PIB du pays, ou bien au revenu moyen, ou au niveau de vie moyen du pays en question, évidemment, eh bien, les gens ont l'air de beaucoup moins trouver que ça augmente leur bonheur, concrètement.
Donc voilà, avoir plus d'argent égale pas toujours plus de bonheur, surtout si on utilise cet argent juste pour acheter des trucs qui servent à impressionner les autres et à leur montrer combien on a d'argent. Ah, je sais pas, ça c'est une théorie personnelle, on dira. Voilà, donc ça a été étudié et on comprend assez bien pourquoi, mais l'augmentation du sentiment de bonheur par l'augmentation du niveau de revenu, c'est une fonction concave. Donc si on a un graphique avec en abscisse, donc sur l'axe horizontal, donc l'axe des X, on a le revenu, et en ordonnée sur l'axe vertical, on a le bonheur, eh bien, on va avoir une courbe en forme de bosse. Vas-y, j'ai du mal à la dessiner avec mes doigts dans l'air parce que j'essaie de la faire en miroir pour que ceux qui regardent la vidéo, ils la voient pas en miroir. C'est trop compliqué pour mon cerveau, désolé. En gros, tu as une courbe en forme de bosse qui monte très vite au début et plus on avance, plus le revenu grandit, plus la courbe devient plate, c'est-à-dire au bout d'un moment, le revenu, il doit augmenter énormément pour que on monte encore un petit peu plus haut et qu'on ait un peu plus de bonheur. C'est le bonheur relatif, évidemment. Et ces courbes vont dépendre de chacun. On n'a pas tous la même courbe du bonheur et des revenus parce que ça va déjà dépendre de notre style de vie, de là où on habite, mais aussi de nos préférences personnelles et de notre relation probablement avec l'argent. Forcément, y a une valeur marginale de l'euro du coup avec ses rendements dégressifs qui diminuent. C'est-à-dire que passer de 0 à 1 euro, faire plus 1 euro, si tu regardes de 0 à 1, ça aura un impact plus grand sur une vie que si tu fais plus 1 de 1 million à 1 million et 1 euro. Voilà, ça c'est pour vraiment essayer de poncer les exemples vis-à-vis de ces mathématiques parce que c'est bien d'avoir des notions de maths. J'essaye de faire en sorte que ça soit le plus compréhensible possible, encore plus à l'oral, sans avoir de graphique visuel sous les yeux. Donc, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça dépend de ton niveau d'argent et de bonheur actuel aussi. J'ai envie de dire, ça dépend aussi de ce que tu fais de ton argent, peu importe combien t'en as. Mais c'est pas délirant de se représenter différentes façons d'utiliser 1000 balles que tu as soigneusement économisées qui pourront plus ou moins impacter ton bonheur. Tu vois, tu peux partir en long week-end ou tu pars en vacances peut-être, suivant où tu vas, avec ton mec ou ta meuf. Et ça, c'est souvent assez valorisé chez les gens. C'est souvent assez... tu leur demandes qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire si... qu'est-ce qui les rendrait plus heureux, quelles sont leurs passions, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie si tu avais plus de temps, c'est voyager souvent. Donc tu peux mettre 1000 balles là-dedans. Ou alors, tu peux mettre 1000 balles, tu sais où ? Dans une table VIP en boîte de nuit, évidemment. Ah, je vais pas en reparler. On en avait parlé dans l'épisode 100, sauf erreur. Ou bien sûr, tu peux investir ces 1000 balles en toi ou sur le marché, bien sûr. On en a déjà parlé. Bref. Le temps, c'est de l'argent. Ok, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Lapsus révélateur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok. Mais on dit aussi que le temps, c'est de l'argent. Et là, on l'a vu, l'argent peut avoir une forte influence sur notre temps. Mais à nouveau, ça va dépendre. Parce qu'il y a une partie de notre temps disponible à laquelle on va attribuer une valeur financière pure, comme lorsqu'on travaille, tu vois. Quand on travaille, on va accorder, quand on travaille, c'est-à-dire quand on vend notre temps pour de l'argent, on va lui accorder une valeur financière, hein, parce que généralement, quand on travaille, on est payé en argent. Et là, on va appliquer des coefficients à la valeur qu'on accorde à notre temps, qui seront parfois dictés par le marché. Il y a des coefficients qui vont être appliqués à la valeur de ton temps, par rapport aux autres personnes, typiquement, certains coefficients seront dictés par le marché, comme avec l'offre et la demande en cours par rapport aux compétences que tu as acquises et que tu mets en vente sur le marché, en quelque sorte. Certaines compétences sont plus grandement valorisées, on dira, et ça, c'est un peu le système, le marché, on dira, qui va influencer beaucoup de cela. Tout comme on va aussi appliquer des coefficients qui sont dictés purement par soi-même sur la valeur de son temps, et c'est là qu'il y a une notion qui est assez intéressante aussi, en fonction par exemple de nos besoins premièrement, mais aussi de nos préférences, de notre morale, de notre éthique personnelle, jusqu'à aussi, et chez tout le monde j'imagine, pouvoir atteindre une certaine limite où ce proverbe s'arrête. C'est la partie de notre temps qu'on n'est pas prêt à monnayer, c'est la partie du temps qui n'est pas de l'argent, chez chacun d'entre nous, qui va être plus ou moins grande, et on va essayer d'en explorer un peu les limites, justement, je trouvais ça intéressant. Et donc, normalement, la plupart du temps, il y a quand même une partie de notre temps qu'on évalue comme étant inestimable financièrement. Petit exemple, si tu es un codeur, un développeur en intelligence artificielle aujourd'hui, un sujet en vogue, et pas pour rien, il semble que le marché attribue une très forte valeur à tes compétences.
j'ai l'impression, sans être un expert, et donc à ton temps, et ainsi on te propose probablement un salaire plus élevé que la moyenne. Oui, je prends pas trop de risques en disant ça, salaire plus élevé que la moyenne en étant développeur en intelligence artificielle, voilà. Ce salaire proposé en partant du principe que voilà, il est justement évalué par rapport à ta valeur sur le marché, qu'il n'y a pas de discrimination pure et dure, tu vas aussi vouloir l'accepter, le refuser ou le négocier en fonction de ton besoin d'argent actuel et futur, de la pénibilité perçue pour toi, qu'elle soit physique ou psychologique, à exercer ce travail. Et si ce travail, tu penses qu'il risque de te demander de faire des choses qui vont à l'encontre de certaines valeurs personnelles, peut-être même inestimables à tes yeux, sans parler d'aller à l'encontre de la loi, bien sûr, même si il y a des métiers où on fait des trucs illégaux et on les fait quand même. Donc c'est pas parce que c'est interdit par la loi, c'est bien connu, qu'on va pas le faire, certainement pas contre de la thune. Et ça, à nouveau, ça va dépendre beaucoup de soi, de sa situation. Il y a des choses illégales pour gagner de l'argent que certaines personnes feraient dans un but perçu de pure nécessité. Et il y a aussi les psychopathes. Donc, voilà, c'est juste pour pas mettre tout le monde dans le même panier non plus, quoi. Par exemple, tu as peut-être entendu justement parler il y a quelques semaines d'un mec qui s'appelle Geoffrey Hinton. C'est un gars qui est un peu considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui a passé une bonne partie de sa vie à étudier et développer cela, surtout ce qu'on représente comme l'IA aujourd'hui, l'essor de ChatGPT et tous ses frères et sœurs, ses innombrables frères et sœurs. Eh bien, il y a quelques semaines, ce cher monsieur a démissionné de son poste chez Google pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme à propos des dangers de cette technologie pour l'humanité. Voilà, c'est très cool, ça fait un peu peur, mais c'est un fait. Et il a même attesté, il en a même parlé, il a fait des interviews où il a utilisé cela pour avoir un projecteur sur lui, pour pouvoir parler de choses qui lui tenaient particulièrement à cœur. Et le mec, probablement, du coup, quand il démissionne de chez Google, il avait probablement une compensation monétaire intéressante pour son job, tu vois, parce qu'il a très certainement des compétences très valorisées aujourd'hui, mais il a démissionné, il a refusé cet argent pour des raisons qu'on pourrait attribuer à un cas de conscience morale personnelle, ou pour des raisons qui dépassent simplement l'argent, possiblement. Alors après, je connais pas toute l'histoire, mais c'est à ça que ça ressemble, et ce serait pas le seul mec quand même. D'ailleurs, c'est assez étrange intérieurement, voire effrayant, hein. Ces histoires d'intelligence artificielle qui posent une menace extrêmement plausible sur la survie à long terme de l'espèce humaine comme on la connaît actuellement. Ouais, à voir si on a envie de creuser là-dedans, parce que ça peut amener à des réflexions qui sont pas particulièrement faciles à se représenter. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode, je te laisse te renseigner si ça t'intéresse. Alors, un autre exemple. À ce propos, certaines personnes refuseront d'aller travailler chez un fabricant de cigarettes, par exemple. Et on pourra comprendre ici pourquoi, parce qu'on peut quand même se dire que la cigarette, c'est pas le meilleur truc pour l'humanité, et que nous, en tant que personnes qui veulent le bien de l'humanité, évidemment, eh bien, on refuse d'aller travailler pour eux. D'ailleurs, il y en a des gros, il y en a notamment un gros pas très loin de chez moi, à Lausanne, qui débauche pas mal d'étudiants qui sortent de l'université d'à côté, dont celle où j'ai été du coup, notamment aussi des camarades de classe à moi qui ont fait HEC également. Et cette entreprise est réputée pour avoir des très très bonnes conditions de travail. T'as le fitness, t'as la piscine, t'es bien payé. Peut-être parce qu'il faut justement payer plus pour contrer un petit peu l'espèce de reluctance, comme on dit en français. Ce sentiment désagréable de se dire « bon, je vais aller fabriquer des clopes et les vendre. Mais alors, si je le fais, j'aime autant être bien payé et pouvoir aller à la piscine gratuitement. » et pouvoir aller au fitness gratuitement pour entretenir mon corps, parce qu'entretenir son corps, c'est très important. Mais du coup, est-ce qu'il faut fumer pour travailler là-bas? Je sais pas, ça me semble un peu contradictoire. Et moi, je ne suis pas du tout en train de juger, justement, enfin, j'essaye pas. Justement, c'est un peu le but du message d'un des messages que j'avais envie de faire passer dans cet épisode. Tu vois, de la même façon, est-ce que toi, tu travaillerais pour
tu travaillerais pour un fabricant de cigarettes, est-ce que tu irais travailler pour un énorme fabricant de pesticides qui explosent et qui défertilisent les sols dans lesquels ils sont mis pour accroître la production à court terme? Est-ce que toi, tu irais bosser dans une énorme entreprise de Big Pharma qui vend des médicaments et les vaccins? Est-ce qu'on touche des cordes sensibles un petit peu par ici ou pas? Tu pourrais me dire, je vois pas pourquoi j'irais pas. Tu pourrais me dire, bah ça va dépendre des conditions. Tu pourrais me dire, jamais de la vie, j'irai bosser là-bas. Voilà, chacun sa réponse. Personnellement, je n'ai pas de jugement particulier sur aucune de celles-ci. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'abord de me poser les questions à moi et ça me fait réaliser que ça devient tout de suite plus dur de juger les réponses des autres quand on essaie d'y répondre soi-même d'abord. Un exemple qui me concerne, qui est un peu moins drastique, on va tomber dans quelque chose d'un peu plus inoffensif quand même. Par exemple, les propositions de placement de produits qu'on m'a fait et qu'on me fait très régulièrement pour ma chaîne YouTube et aussi pour ce podcast d'ailleurs à moindre échelle. Par exemple, j'ai eu pas mal de propositions de jeux vidéo. C'est assez connu si tu consommes des vidéos sur YouTube, tu as déjà vu des pubs de jeux vidéo. Des jeux vidéo que je considérerais comme étant des pay to win, tu vois. Pay to win, ça veut dire, si tu veux gagner, il faut que tu payes. En gros, si ces entreprises ont un budget marketing monstrueux pour payer des influenceurs et faire de la pub, c'est bien parce qu'ils le récupèrent derrière et c'est parce que les joueurs qui découvrent ce jeu et qui y deviennent plus ou moins accros, dépensent de l'argent dedans. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, je sais pas, ça semble être le cas en tout cas. Et voilà, en gros, c'est faire de la pub pour ces jeux vidéo. Et ça, c'est ma vision personnelle quand même. En l'échange de... t'es payé, je suis payé pour faire ça. Ces jeux vidéo, moi, je pars quand même du principe qu'ils vont probablement sucer une partie de la vie et de l'argent de ceux qui me font confiance pour que ensuite cet argent qui a été sucé soit redistribué entre l'éditeur du jeu et moi-même. Bien sûr. Alors ça, c'est ma vision du chose. C'est le marché, c'est l'offre et la demande, on pourrait dire. Effectivement, on parle de plusieurs milliers d'euros pour certaines propositions qui représentent assez peu de travail supplémentaire. Sachant que la vidéo, je la fais de toute façon. Si je dois placer 1 minute de pub, c'est pas cher payé pour 1 heure de mon travail. On va pas se mentir. Donc, décider ou pas de le faire, ça s'agit d'un choix personnel, qui est lié à mes besoins, qui est lié à ma relation avec l'argent, et ce qu'on pourrait appeler ma morale ou mon éthique, éventuellement, si je voulais encore plus m'auto-sucer un peu. Oh là là. Et je précise, du coup, que c'est pas parce que moi je refuserais de faire ça, et que j'ai toujours refusé, en tout cas pour l'instant, j'ai toujours refusé, que je pense que tout le monde devrait refuser, bien au contraire, ou que ceux qui le font sont des vendus qui n'ont pas de morale, qui sont beaucoup moins... ils ont beaucoup moins de vertu que moi, parce que eux ils font ça, oh là là, ils se rabaissent à faire ça. Absolument pas. Absolument pas. Je suis... au contraire, moi je trouve ça absolument génial que des collègues, que des créateurs, que des artistes, que des personnes puissent monétiser leur passion, leur travail et leur création grâce à la publicité. Faut pas se mentir, c'est la publicité qui fait tourner ce milieu. Moi-même, il y a plein de publicités qui passent avant mes vidéos YouTube et je sais même pas lesquelles elles sont. Il n'empêche que j'en bénéficie beaucoup et que c'est grâce à la pub que je gagne une partie de mon revenu. Pas une grande majorité justement, parce que j'ai justement voulu essayer de faire ça un petit peu différemment. Mais il n'empêche, j'ai quand même pris le temps de réfléchir et de poser une certaine hiérarchie dans ce qui a de la valeur à mes yeux et ce que ça vaut. Après, il faut vite mettre quand même le frein à main sur certaines vertus ostentatoires et autres signalements de belle morale qu'on aime bien projeter. Moi, le premier, comme n'importe quel être humain, je pense quand même à différents degrés quand même. Par contre, par rapport à différents sujets, on a beau dire qu'on ne veut pas faire ci, qu'on ne veut pas faire ça, mais si ou ça, il faut se réaliser à un moment donné que ça aura peut-être quand même assez souvent un prix, en fait, qu'on peut acheter un peu une partie de notre belle vertu qu'on aime bien exposer parfois. Là, je peux parler de toi ou de moi pour aller accepter d'aller bosser dans le marketing de je sais pas, j'ai jamais su comment ça se prononçait, bordel. Marlboro. Je sais pas, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Je suis un culte, je ne sais même pas ce que c'est que de fumer et pourquoi j'en parle. Bref. Quand tu bosses là-bas, ton taf, c'est quand même de trouver un peu, j'imagine, de trouver un peu comment contourner les restrictions légales en matière de publicité, parce que t'as pas le droit de faire de la pub directe quand tu vends du tabac. Ton but, c'est quand même de... moi, si j'y pense, j'ai jamais travaillé pour eux, mais je me dis, attends, si mon but, c'est d'augmenter les ventes de clopes, ce serait de réussir à faire fumer les gens le plus jeune possible.
Parce que quelqu'un qui commence à fumer a bien plus de chances de fumer plus longtemps, en fait, jusqu'à ce qu'il puisse plus fumer, jusqu'à ce que mort s'en suive, peu importe la cause. Donc j'aurais envie de me dire comment faire en sorte pour que les jeunes aient envie de fumer le plus tôt possible. C'est mon métier d'apprendre, c'est mon métier de faire ça. Et de tâcher de minimiser le mauvais sentiment public à propos des conséquences de fumer. Bah, c'est pas si grave de fumer. Regarde les photos sur les paquets, en fait, c'est même pas des vraies photos. Enfin bref. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ou bien de bosser chez une multinationale qui cherche à, je sais pas, à contourner. J'essaie d'aller chercher dans d'autres vertus. Si toi ou moi, on doit aller bosser dans le lobby d'une multinationale qui cherche à contourner les réglementations en ce qui concerne, je sais pas, le climat par exemple, tout en ayant rebrandé ses produits avec un nouveau packaging bien vert pour une image plus éco-responsable, mais qui par derrière essaye de payer le moins possible et de s'en sortir. Bah, à nouveau, je te laisse éventuellement répondre à ta question, à cette question pour toi. Est-ce qu'il y a un certain salaire pour faire ces métiers qui te conviendraient ou pas du tout ? Ça dépend de ta situation actuelle à nouveau. Mais voilà, pour dire par exemple, je vais pas te mentir, moi j'ai refusé certaines offres de placement, par exemple d'argent plus ou moins facile, j'allais dire, mais non, l'argent il est pas facile, l'argent c'est quand même assez rarement facile, il a quand même fallu se mettre dans une situation pour que l'argent facile puisse venir, mais moi je vais pas mentir, à 6 000, bah, je vais pas répondre à ton email. Mais si tu me proposes 100 000 balles, d'emblée, il y a de très fortes chances que tu reçoives rapidement une réponse assez enthousiaste de ma part pour parler de ton jeu vidéo pendant 1 minute. Appelle à toutes les entreprises de jeux vidéo, filez-moi 100 000 balles et il y a quand même des bonnes chances que je le fasse. Il y a des bonnes chances que je le fasse. Et je l'avoue ouvertement. Et c'est là que je me dirais, ouais, je trouvais une rationalisation. Oh, je suce la vie des gens qui me font confiance. Si je suis payé 100 000 balles, c'est probablement qu'ils vont gagner bien plus que ça. Mais je vais en toucher je touche 100 000 balles, donc c'est pas grave parce que je peux faire le bien avec 100 000 balles. Enfin bref, tu peux rationaliser ça un peu comme tu veux. Où est-ce que je vais avec ça ? Putain. Le but de cet exemple, c'est pas d'essayer de trouver le montant limite qui va faire basculer ma décision et ma belle morale apparente. Ni même les tiennes, ni même celles des personnes avec lesquelles t'es en désaccord ou je suis en désaccord sur certains sujets, par exemple. D'autant plus qu'il y a certainement des choses qu'on accepterait tous, j'espère, de ne pas faire, peu importe le montant d'argent proposé en échange. Mais voilà, le but, c'était plutôt de faire naître un certain début de prise de conscience personnelle qu'on n'est peut-être pas toujours autant le preux chevalier blanc à l'honneur irréprochable et à l'armure étincelante qu'on pourrait le penser, ou encore plus qu'on pourrait vouloir projeter aux autres autour de soi. Et donc, encore au-delà de ça, le but de cet exemple, c'est aussi de pouvoir mieux pouvoir mettre en perspective et de moins hâtivement juger les décisions et les comportements des autres, justement. Parce que j'ai l'impression que parfois, ça pointe du doigt assez rapidement quand même. Voilà, après, chacun en son âme et conscience, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'aime penser que ces personnes ont probablement, attention, il y a une grosse nuance, probablement leur raison, leur relation avec le sujet en question et leur discours interne qui motive ou justifie parfaitement leur comportement à leurs yeux. Et tout ça, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour l'argent. Du coup, il y a des gens qui vont faire des trucs avec l'argent. Toi, tu te dis, non, mais c'est nimp. Moi, en tant que preux chevalière, jamais je n'accepterais d'aller travailler pour X ou Y contre une telle somme d'argent. Ça dépasse mes principes. Eh bien, si c'est vrai, c'est génial, mais il faut croire que c'est pas la réalité dans laquelle l'autre personne, elle vit. Et c'est là, justement, que je trouve que ça peut être intéressant de considérer ça. Parce que quand on pointe du doigt une action ou une parole chez quelqu'un qui fait pas de sens pour soi, c'est justement parce qu'elle fait pas de sens pour soi. Si moi je pointe du doigt, ça fait pas de sens ce que tu fais, c'est parce que pour moi ça ferait pas de sens. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, tu devrais pas vivre ta vie comme ça. Ça veut dire plutôt, à mon sens, ça veut dire je n'aurais pas envie de vivre ma vie comme ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de sens en face ou que la personne en face n'a pas réfléchi au truc. Quand on peut essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça pourrait faire du sens pour elle ou pour lui, ou encore mieux, si on peut discuter avec cette personne et pour
globalement, plus grandement élargir le truc, si on peut discuter, essayer de comprendre et communiquer avec les personnes qui sont en désaccord avec notre façon, qui sont manifestement en désaccord avec notre façon de vivre la vie ou notre vie, on peut peut-être essayer de mieux comprendre d'où vient cette personne, quelles sont ses croyances, quels sont ses arguments, parce que j'aime penser que ça devrait quand même être back-up un petit peu par des croyances, par des arguments notamment. Et bien sûr, là je pose l'autre frein à main, j'ai déjà mis un frein à main sur le preux chevalier avec la vertu parfaite qui peut justement du coup pointer du doigt allègrement tous les comportements qui ne sont pas bons, moraux ou je ne sais quoi. L'autre frein à main, c'est que être tolérant, empathique et donner le bénéfice du doute et chercher à ouvrir une discussion constructive et saine avec quelqu'un, ça va un moment. Hein, ouais. Au bout d'un moment, moi je veux bien essayer d'être gentil. J'aime penser que justement, j'ai foi en l'humain, moi, tu vois. J'ai foi en l'humain, je me suis peut-être pas assez fait arnaquer, voilà, pour ne pas être vulgaire. Je me suis pas assez fait arnaquer ou tromper ou trahi de mon propre sentiment pour perdre cette foi. Ça vient probablement de là. Hein. J'imagine que quand tu as été abusé, trahi toute ta vie, trompé, je me doute que tu nourris des a priori différents et je ne saurais absolument pas les juger. Mais personnellement, j'aime donner le bénéfice du doute. Par contre, voilà, il faut bien être gentil un petit moment, ou à un moment donné, c'est pas parce que cette personne pense savoir pourquoi elle fait ça, déjà, que je dois être d'accord avec elle ou respecter ses actions, mais je pourrais au moins la respecter pour s'être posé des questions et ne pas avoir peur d'utiliser de sa liberté d'expression, par exemple. Et au contraire, il faut reconnaître qu'on peut sembler parfois être entouré de personnes qui récitent des belles paroles, à qui veut bien les entendre justement sans vraiment savoir individuellement pourquoi dans le fond. Bref, je suis parti. Je suis parti dans une tangente un petit peu. Je suis parti dans une tangente, désolé. Désolé, voilà, j'espère que tu as compris le fond de mon message à ce niveau-là. C'est en rapport avec l'argent notamment, c'est en rapport avec le comportement des autres à plus grande échelle, j'imagine. Tolérance et empathie pendant le premier jugement, c'est cool, mais certainement pas question de se faire marcher dessus non plus si la réciproque n'est pas convaincante, parce que tout le monde n'aura pas la même approche, d'après mon expérience. Mais voilà, appelle-moi comme tu veux, hein, je ne sais pas, un idéaliste. Je ne sais même pas ce que c'est. J'aime penser, peut-être à tort, que chacun est capable d'apprendre à se responsabiliser un minimum, voire même que c'est son devoir de le faire. En tout cas, je pense fortement que c'est le mien. Et comme souvent dans ce podcast, dans mon contenu, je parle notamment des choses que je fais, que j'applique, ou avec lesquelles j'ai l'impression d'avoir un minimum d'expérience, quoi. Si un jour tu me vois ou que tu m'entends proclamer des vérités particulièrement fortes à qui veut les entendre, ce sera déjà probablement parce que j'y crois particulièrement fort. Mais au-delà, il y aurait deux options possibles. Soit je suis capable d'argumenter et de défendre mes vérités, soit je le suis pas. Et dans les deux cas, je pense que ce sera aussi de mon devoir d'entendre les arguments d'en face, de garder en tête et garder une certaine ouverture d'esprit par rapport aux croyances d'en face aussi, qui en plus est nécessaire, cette ouverture d'esprit est nécessaire pour entendre ce que les autres me disent, pour me remettre en question, en cas de besoin. D'autant plus encore plus si je n'ai pas de quoi argumenter. Enfin, le jour où je balance des vérités pures et dures, et que je n'ai rien pour argumenter cela, il faudra que je me regarde dans le miroir un bon coup, quoi. Là, je parle que pour moi. Mais on est voilà, comme j'ai dit, on est sur mon podcast. Je fais ce que je veux, putain, c'est ma liberté personnelle. Ouais, bref, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, et donc je partage ces pensées sur ce podcast. C'est un petit peu le principe. Voilà, c'est ma façon de fonctionner, c'est-à-dire j'essaye de tenter d'exemplifier en premier lieu et de me sentir aligné avec ce que je prêche, plutôt que de prêcher avant de m'être posé, sans m'être posé plus de questions que ça au préalable. À nouveau, c'est comme ça que moi je vois une partie de la vie. Le principe, justement, c'est que tu regardes cela, que tu te dises « je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça fonctionne avec moi, ça fonctionne pas avec moi, il dit de la merde, il dit pas trop de la merde ». Tu regardes ce qu'il y a à apprendre, tu l'essayes, tu l'adaptes, ou tu le réfutes et tu le rejettes. Et d'ailleurs, si j'ai jamais eu besoin d'accepter les placements de produits plus ou moins douteux qu'on m'a proposés, parce qu'il y a évidemment des trucs tout à fait honorables, derrière lesquels je pourrais me tenir, ce que j'ai décidé de faire
à de rares reprises, si j'ai pu ne pas avoir besoin d'accepter certaines choses que j'aurais pu regretter peut-être après, c'est que je me suis forcé de rester le plus indépendant possible, d'être le plus indestructible financièrement possible, si je voulais reprendre la formulation de l'épisode précédent. C'est pour ça que j'ai créé mes propres entreprises, dont mes programmes sportifs et ma boutique d'équipement, que tu retrouveras sur ericflag.com. J'en ai beaucoup parlé. L'investissement en soi, cheat code du game, c'est un endroit où on ne peut pas vraiment se tromper. Le sport, c'est incroyable. Ses effets sont unanimement reconnus pour notre corps, notre esprit. Et sans parler justement des belles valeurs morales que ça peut inculquer le sport. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord aussi. Comme quoi, quand on fait des efforts, on a plus de chances d'être récompensé. Et ça, c'est jamais aussi vrai que dans l'activité physique. Donc, ericflag.com, si tu as besoin d'un programme d'accompagnement ou de matériel pour soutenir tes progrès sportifs, comme une barre de traction, un gilet lesté, des barres parallèles, des anneaux de gym, des ceintures de lest de force, de la magnésie. Il y a beaucoup de choses qui sont... qui peuvent être très facilement considérés comme des investissements positifs en toi. En tout cas, c'est un peu ma façon de voir. Mais je suis biaisé parce que je vends des trucs. Je te laisse en juger, bien sûr, je te laisse en juger. Mais voilà, ça soutiendra aussi mon travail et celui de toute mon équipe par la même occasion, bien entendu. Ce qui me permet notamment de ne pas remplir mon contenu, et donc ce podcast, de publicité intempestive à tout va, pour tout et pour rien, qui soit complètement déconnecté du contenu, par exemple. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, ça veut pas dire que j'en ai jamais fait. Hein, je pose ça là, mais je garde cette liberté, voilà, c'est ma liberté personnelle. Mais je préfère simplement essayer de parler de mes propres produits lorsque ça peut en découler plus naturellement dans le flow d'un épisode. Comme ça me permet aussi de faire ces podcasts le plus longtemps possible. Et ouais. Voilà, et puis c'est aussi pour mon équipe, il n'y a pas de doute, il n'y a pas que moi. Donc voilà, personne n'a jamais pu acheter mes actions, mes paroles ou mon cautionnement contre mon gré. Personne ne me tient par les bourses. Si je puis me permettre cette double signification plutôt appropriée ici, pour me faire dire des choses que je ne pense pas, par exemple. Et ça, j'en suis très satisfait quand même, j'avoue. Donc j'ai l'intention que ça dure. Merci énormément aux plus de 100 000 personnes qui ont déjà commandé et recommandé sur ericflag.com. Merci d'avance à toi si tu décides d'investir en toi et de nous rejoindre. Voilà, on continue pour la suite de cet épisode. Pour en revenir à là où je me suis arrêté, alors avec mes exemples, justement, on va revenir un peu plus là quand même. Là, j'ai parlé un peu plus de liberté morale, mentale ou psychologique, et de responsabilisation vis-à-vis de ça, on dira, si je dois résumer le truc. Falloir que je trouve un titre pour l'épisode derrière, tu comprends, donc je me fais des petits résumés en cours de route, sa mère. Pour en revenir à là où je m'étais arrêté avec les exemples, justement, du temps qu'on serait prêt à vendre contre de l'argent. Jusqu'à présent, j'ai surtout donné des exemples qui sont liés avec la nature de l'activité contre laquelle on voudrait négocier ou refuser une certaine somme d'argent. Mais il y a justement toute la partie de sa vie que j'ai très rapidement mentionnée avant, toute la partie de sa vie et de son temps qu'on ne veut pas forcément avoir à vendre, ou alors en dernier recours. Passer du temps avec ses proches, passer du temps à cultiver ses hobbies, ses passions, se balader dans la nature, partir en vacances, en voyage, découvrir le monde, nourrir se nourrir, je sais pas, alimenter, non, nourrir, ouais, je sais pas, investir dans une relation sentimentale et amoureuse et se perdre dans une relation sentimentale et amoureuse, voir ses enfants grandir, passer du temps avec eux. Toutes ces choses auront différentes valeurs pour chacun et chacune, mais on trouvera souvent des cas de conscience ou des cas de conscience quand on en compromet trop, d'autant plus volontairement, parce que parfois on n'a pas le choix évidemment d'en compromettre certaines, bien entendu. Mais c'est pas l'idée, c'est justement d'apporter une certaine réflexion là-dessus, tu vois. Gagner, et après ça dépend d'où tu habites. Je vais essayer de donner un exemple pour la France, même si je m'y connais moins. Gagner 30 à 40 000 euros par an, manger à sa faim, être content d'avoir du temps et de l'espace mental pour avoir un petit hobby à côté, s'occuper de ses enfants, les emmener en vacances de temps en temps, ça peut être cool. Gagner 200 000 balles, mais bosser 80 heures par semaine, donc je sais pas, 12 heures par jour, compromettre quand même d'une certaine façon sa santé mentale et physique et ne pas voir sa famille du tout. Par contre, avoir une bête d'appart, une voiture et une montre de ouf, et un statut vu de l'extérieur comme étant une réussite, eh bien, on pourrait se demander, tiens, mais qu'est-ce qui est mieux entre les 40K et les 200K
en fonction de cela. Parce que la réussite, sur le plan matériel, c'est cool, hein, et c'est important, évidemment, dans une certaine mesure. Après, moi, si mes enfants ils commencent à se droguer sérieusement à 15 ans... L'exemple extrême, tu sais, j'appellerais pas ça une réussite. Peu importe combien vaut ma montre ou quelle est la marque de ma caisse. C'est que mon avis, bien sûr. J'exagère, hein, évidemment. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Je pense pas qu'il faille le diaboliser. Moi, je ne diabolise pas du tout. Il n'y a pas de mal à vouloir en gagner plus, ni au contraire à se satisfaire de ce qu'on a déjà comme étant assez. À nouveau, c'est vachement personnel. Il faut juste se poser... et se poser des questions sur sa propre relation avec l'argent de façon à y voir plus clair. Et à mieux savoir et surtout à mieux savoir pourquoi on a tel ou tel comportement par rapport à l'argent, histoire de mieux comprendre le truc. Il n'y a pas de... j'y reviendrai un petit peu après. Bref, c'est tout con à nouveau, mais un des meilleurs moyens de donner du sens à ses actions et donc à sa vie, je pense, c'est de répondre à cette question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si tu trouves une réponse, au moins, par définition, pourquoi ça répond à dans quel but ? Dans quel but ? Quel est le sens ? Quel est l'intérêt ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question assez stylée quand même pour certains trucs. Et parfois, la réponse, c'est parce que j'ai pas le choix. Mais au moins, tu sais, j'ai pas le choix parce que il faut que je le fasse pour que je puisse manger, pour que mes enfants puissent habiter encore sous un toit, etc., etc. Après, justement, après, pourquoi ? C'est une très belle question, mais c'est une question dangereuse aussi, hein. Ça nous met aussi en face avec le manque de sens de certaines choses qu'on sait qu'on devrait peut-être pas faire si on osait regarder plus profondément en nous. Donc voilà, se demander pourquoi, c'est aussi une arme à double tranchant parce que ça peut nous mettre face à face avec nous-mêmes et certains comportements qu'on n'aurait pas envie de cautionner pour quelqu'un dont on doit prendre soin. Et quand on essaie de prendre soin de soi-même, parfois c'est pas la même relation et parfois c'est difficile de se mettre le miroir. Et ça, t'inquiète, je parle par expérience parce que faut pas croire que quelqu'un est exempté de cela. Donc voilà. Mais justement, cette responsabilisation, c'est une arme à double tranchant, mais ça fait partie de sa beauté et de son efficacité aussi. S'il y a que du upside enfin tu vois, il y a la motivation du positif, il y a la motivation d'éviter le négatif, on dira. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple comme ça qui me vient. Parfois, je me sens responsable de mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple au podcast que je trouve stylé et que j'ai envie d'encourager. Voilà, je dis ça, je dis rien, je décide de je prends mes responsabilités, juste d'une certaine liberté. Je vends une partie de mon temps pour aller poser 5 étoiles. Voilà, et je le fais réellement sur les podcasts que j'écoute. Et une fois, j'en parlerai peut-être, mais peut-être plutôt en story sur Instagram. Ça me semble peut-être plus approprié que de faire des épisodes où je mentionne ça. Et que ça se perde, donc suis-moi sur Instagram, voilà, @ericflag. Mais donc, pour en revenir à la liberté, plus de thunes égale pas toujours mieux, égale pas toujours plus de ce qui a de l'importance pour soi, comme par exemple la liberté. Justement, on peut tomber dans quelque chose d'assez contradictoire parfois sans trop s'en rendre compte, j'imagine. Ça a été mon cas aussi, car on veut peut-être plus d'argent pour avoir plus de liberté. Mais on en arrive à avoir plus d'argent pour avoir encore moins de liberté finalement. Par exemple, bon, moi j'ai pas l'impression que je sois peut-être le meilleur exemple, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai peut-être valorisé trop certaines choses au détriment d'autres. Même si j'ai pas de regrets aujourd'hui, concrètement. Ouais, j'ai pas beaucoup de regrets à ce niveau-là. Mais par exemple, je reviens sur mes potes d'HEC que j'avais mentionné dans l'épisode précédent, dont certains gagnaient très bien leur vie, mais qui n'avaient pas vraiment de vie en fait. Ils gagnaient bien leur vie qu'ils n'avaient plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un exemple un peu classique. Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas le temps de le dépenser, ça veut dire que tu pars du principe que tu en auras plus tard. C'est pas toujours, ça n'arrive pas toujours plus tard justement. Enfin, c'est risqué, tu vois. Il faut faire la part des choses entre je me prive de ma liberté à court terme pour gagner plus et être plus libre plus tard. Et justement, quand je dis je me prive de ma liberté à court terme pour le long terme,
On l'a vu, liberté égale un peu bonheur quand même, donc ça veut dire je me prive du bonheur aujourd'hui pour gagner plus aujourd'hui, dans probablement le but et l'espoir, j'espère au moins, d'être plus libre et plus heureux plus tard, ou alors pour la liberté et le bonheur de certaines personnes qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Et le fait qu'on a peut-être... Ouais. Bah quand c'est un choix, typiquement, parce que travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup plus, c'est quand même assez souvent un choix, j'ai l'impression. Est-ce que être misérable sur le moment, en pariant sur l'avenir, c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas, c'est justement à chacun d'y réfléchir, à nouveau se poser des questions vis-à-vis de ça, et considérer cela en fonction des choix qui s'offrent à nous. J'ai une petite... ouais, est-ce que ça s'applique? Ouais, j'ai une petite histoire, ça me fait penser à une petite histoire. Sacrifier le moment pour plus tard, même si je sais pas si... Ouais, oui, ça me semble assez lié. Je vais revenir, je sais pas combien de temps ça va prendre cette petite histoire, pas trop longtemps j'espère, parce que, bon, l'épisode est déjà relativement long, mais ça va. Petite histoire... Je t'avais mentionné déjà dans différents épisodes, et à chaque fois je gardais beaucoup de... Ah, putain, c'est marrant, j'aurais pu parler de ça pour la clope. Ah, je parlerai de ça pour une autre fois. J'ai des histoires avec des clopes, quelques clopes, et j'ai déjà fumé des cigarettes dans ma vie en fait. Et je me souviens très bien des dernières cigarettes que j'ai fumées justement, parce que c'était pour marquer des événements plus ou moins symboliques dans ma vie, dont un qui s'est passé justement... dans le contexte dans lequel je m'apprête à raconter cette histoire, qui ne va pas être cette histoire de clope, mais c'était il y a quelques années, je sais plus, j'ai pas envie de réfléchir. Bref, j'ai fait mes études en HEC à l'université, et en tant que citoyen suisse, j'ai dû servir mon pays. Donc soit je vais à l'armée, soit je fais le service civil. J'ai décidé de faire le service civil, sans entrer trop dans les détails, parce que voilà, c'est pas assez important pour prendre trop de temps. J'ai été travailler dans une institution dans une fondation ou institution, je sais plus, je sais pas s'il y a une différence d'ailleurs, dans une fondation pour personnes handicapées physiques. Donc j'ai été travailler dans le secteur social, notamment, qui se mélangeait au secteur un peu de la santé, parce que c'était aussi un établissement qui servait de soins palliatifs aussi, donc pour des personnes en fin de vie, mais par contre pas des personnes en fin de vie pour des raisons de vieillesse. C'était toujours pour des raisons de maladies particulières, soit des maladies extrêmement dégueulasses comme la sclérose en plaques, on dira, soit des accidents de voiture, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, les gens qui étaient résidents là-dedans, parce qu'une grande majorité habitaient, eh bien ces personnes restaient là jusqu'à la fin de leur vie parce que leur situation ne s'améliorait pas. Bref, beaucoup d'amusement. J'ai fait 6 mois là-bas en tant qu'animateur. J'ai vu des trucs et je me suis occupé de personnes. Et ça a aussi fait relativiser certaines choses. Mais ça, c'est juste pour poser le contexte. Étant animateur dans cette institution, eh bien, un de mes rôles, étant animateur, tu vois, je suis juste là 6 mois, donc j'ai pas de formation. Donc on est là pour boucher des trous globalement, ou pour faire des travaux qu'on estime que n'importe qui peut faire. Voilà. Après, est-ce que le social, s'occuper des gens, avoir de l'empathie pour eux, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, etc. C'est un débat qui peut être intéressant. Je vais m'abstenir d'avoir dans ce cadre-là. Il n'empêche que mes collègues ou moi n'étions pas payés grand-chose, n'étions pas quand même payés extrêmement bien pour s'occuper d'autres personnes, quoi qu'il en soit. On faisait des sorties, on emmenait les personnes, il y avait beaucoup de personnes en fauteuil, donc on les prenait, on les mettait, on les emmenait dans différents endroits pour faire des sorties, pour qu'ils puissent faire d'autres choses, sortir un peu de leurs 4 murs, etc. et de cette institution où nous, on organisait des animations, des trucs, des goûters, des trucs culturels. On allait à la piscine des fois, c'était intéressant d'aller à la piscine avec des personnes en fauteuil, on pouvait les mettre dans l'eau, ensuite elles pouvaient flotter et tout, c'était stylé. Faire plein de choses, on allait au restaurant souvent, où on allait faire des balades, c'est-à-dire souvent on se baladait, on marchait avec les fauteuils notamment. Et certaines personnes ne sont pas au fauteuil, certaines marchaient, certaines étaient en fauteuil mais pouvaient contrôler leur fauteuil toutes seules, etc. Bref, ça peut être des longues histoires, mais je préfère sortir des petits morceaux de cette expérience dans différents podcasts quand le contexte s'y prête. Là, je vais rester un peu sur le domaine de la liberté, etc. et de sacrifier tout ça. J'y arrive. Il y avait une sortie un jour, on est allé au cirque. Le cirque CNI
je crois. Quelqu'un reconnaîtra, peut-être les Suisses reconnaîtront le nom. Bref, on est allé là-bas avec un petit groupe. Et dans ce petit groupe, j'ai rencontré une femme, je crois qu'ils se joignaient à nous, je sais plus s'ils étaient résidents ou si c'était juste le mari qui était résident. Quoi qu'il en soit, l'histoire de ces personnes m'a été... j'ai appris, notamment, l'histoire de ces personnes qui m'a un peu touché. J'ai parlé un peu avec les personnes, du coup. Et en fait, la femme, c'était la femme, et c'était des personnes âgées, de l'âge de la retraite, justement, qui étaient venues là. La femme s'occupait de son mari, qui était tétraplégique, sauf erreur, dans son fauteuil, et qui était là, et on a discuté un peu. Elle m'a raconté un peu leur histoire. Et comment dire, sans passer trop de temps dans les détails, parce qu'en plus je m'en souviens pas et que j'ai pas eu droit à énormément de détails, parce que voilà, ça reste quand même assez personnel. En gros, et là je te le résume, et si je te raconte ça, ça aurait pu être une histoire tout banale, un exemple tout banal, mais je te le raconte parce que quand tu rencontres des vraies personnes à qui c'est arrivé, c'est quand même différent de quand t'entends une histoire qu'on t'a déjà racontée 15 fois, du style, et je vais résumer quand même un peu le truc. En gros, ce couple de personnes ont travaillé en fait toute leur vie dans un métier qui leur plaisait pas vraiment. Ils n'avaient pas une vie particulièrement stylée de leur point de vue. Globalement, d'après ce que j'ai compris quand même. Mais ils s'accrochaient. Pourquoi ils s'accrochaient ? Parce que, à un moment donné, il y a la retraite qui arrive. À un moment donné, la retraite arrive et là, finalement, on pourra vivre. Et pour la faire courte, c'est une histoire assez triste en fait quand même. Pour la faire courte, eh bien ils ont atteint la retraite. Et ça, c'était la libération finale après peut-être tout ce temps. Et peut-être que j'enjolive un peu l'histoire. Enfin, j'enjolive. Faut pas prendre cette histoire pour argent comptant. Je te dis juste qu'elle est vraie, mais que voilà, comme pour en faire un film, il faut adapter des trucs. Non, mais je me souviens plus vraiment dans les détails, tu vois. Mais c'est aussi. Bref, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont finalement arrivés à la retraite, qu'ils étaient contents, qu'ils ont pu commencer à faire des trucs qui leur plaisaient de leur temps libre, etc., bricoler, jardiner. Et il s'avère que 3 semaines après le début de la retraite, le monsieur était sur une échelle en train de faire des bricolages dans sa maison. Il est tombé de l'échelle et voilà. Il est tombé de l'échelle 3 semaines après le début de la retraite, tétraplégique. Et sa femme s'occupait de lui depuis. Donc voilà. Est-ce que c'est de leur faute ? Non. Est-ce qu'ils étaient obligés de subir leur vie ? Peut-être. On ne sait pas. On n'était pas à leur place. On ne peut pas savoir s'ils avaient juste pas le choix, en fait, que d'être peut-être dans l'expectative d'un futur plus heureux, très lointain, pendant très longtemps. C'est un exemple, il n'y a absolument rien à juger à ce niveau-là, c'est juste quelque chose que j'ai envie de poser là comme étant peut-être un fait. Voilà, source crois-moi, mais bon, source crois-moi, mais moi je dis crois en tout cas. Et du coup, ça peut remettre peut-être en perspective parfois le fait, tu vois, on peut aussi se dire, et moi-même, c'est grâce à ça, j'ai déjà raconté des histoires dans un ancien épisode qui s'appelait Pourquoi j'arrête de faire de la moto et de skier comme un fou. Je parlais d'ailleurs d'une expérience de service civil aussi, qui avait influencé énormément le fait que j'arrête de faire de la moto parce que quelqu'un dans cette institution avait eu un accident de moto et j'ai dû m'occuper de cette personne et ça m'a fait réaliser que même si ça n'arrive qu'aux autres, quand ça arrive à quelqu'un de suffisamment proche, ça peut remettre les choses en perspective. Quoi qu'il en soit, peut-être que pour faire un parallèle, pas un parallèle dans le genre t'es obligé de cravacher toute ta vie et puis en plus t'as une couille qui t'arrive derrière. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, malheureusement c'est terrible. Mais quand c'est sacrifier volontairement sa liberté, sa santé physique, sa santé mentale pour peut-être plus d'argent, de liberté plus tard, c'est risqué, évidemment. Il y a des risques, il y a des rendements qui peuvent valoir la peine, qu'il faut considérer, et peut-être que d'essayer de maximiser, de trouver un certain équilibre entre le bonheur aujourd'hui versus le bonheur plus tard, apparemment, parfois, bref. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire à ce propos. Je pose cette histoire-là parce qu'elle m'avait touché, elle m'avait fait réfléchir.
Et je l'ai gardé en tête manifestement parce que c'était il y a quoi, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, je pense. Et pour en revenir un petit peu plus à la liberté et avec mes expériences personnelles vis-à-vis de cela, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un de mes objectifs, c'est de faire ce que j'aime tous les jours. Je sais, très original, je suis certainement pas le seul à avoir ce genre d'objectif. Ce que j'aime bien avec cet objectif, c'est que ça demande d'avoir des trucs que j'aime faire en premier lieu et évidemment de pouvoir les faire sur la durée et donc avec une certaine liberté, c'est-à-dire sans trop souffrir des contraintes liées à la vie en général pour pouvoir faire ce que j'aime, dont notamment les contraintes financières, évidemment. Donc, soit ce que j'aime faire me rapporte suffisamment d'argent pour soutenir le style de vie qui me correspond, c'est assez idéal et c'est mon cas actuellement, soit ce que j'aime faire ne me rapporte pas d'argent ou pas assez d'argent, comme mes hobbies, comme m'occuper de mes enfants à la maison. Et dans ce cas, il faut trouver autre chose qui paye les factures, comme un travail, voilà. Ou alors avoir accumulé assez d'argent pour moins travailler ou pour plus avoir besoin de le faire. Mais généralement, on passera d'abord par peut-être s'offrir un peu plus de liberté en travaillant à temps partiel, par exemple. C'est assez courant chez certaines personnes qui ne veulent pas nécessairement... En tout cas, moi, j'ai beaucoup de potes autour de moi qui sont très contents de travailler à 80%, c'est-à-dire de ne travailler que 4 jours par semaine, même si forcément, ils gagnent moins en conséquence, mais ils gagnent moins d'argent. Par contre, il faut croire qu'ils y gagnent plus que ce que cet argent pourrait leur donner. Et ça, du coup, trouver l'équilibre un petit peu dans tout ça, ça peut être évidemment dans un cadre personnel, mais ça peut aussi être dans le cadre d'un couple, qu'on peut se mettre d'accord, j'ai envie de dire. Je préciserai aussi que vivre en dessous de ses moyens pendant un certain temps, notamment en remettant en question certaines dépenses du quotidien, ça peut permettre justement de mettre de côté de quoi se payer de plus en plus de liberté. Ça, on en saura peut-être plutôt en détail dans un prochain épisode. Le côté possession, le côté économie d'argent et augmentation de son capital, on dira, dans les prochains commandements de ce livre que j'aborderai dans un prochain épisode. Pas le prochain épisode solo, je pense que je vais faire une pause. Comme je l'ai dit, on va changer un tout petit peu de sujet la prochaine fois. Mais j'y reviendrai éventuellement, histoire de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Mais je dois dire que j'aime bien ce genre de conquête, j'aime bien avoir cet objectif. Enfin, je te dis comment je le pense. À nouveau, là, je te parle de moi, de ma vie. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, bien au contraire. Je te parle de ma réalité plutôt. J'aime bien avoir cet objectif principal ou omniprésent ou quand même assez dominant de cette conquête de faire ce que j'aime, de pouvoir faire ce que j'aime faire. Ça implique de l'argent. Parce que l'argent, ça paye une certaine liberté, c'est évident. Et puis bon, peu de gens se plaignent, toutes choses égales par ailleurs, moi non plus, de gagner plus, en fait. Gagner plus, toutes choses égales par ailleurs, tu gagnes plus. La plupart du temps, quasiment tout le monde sera d'accord, moi le premier. Mais ce que j'aime bien avec ça, avec cet objectif, c'est que ça met en avant et en premier plan l'importance d'avoir des choses qui me plaisent vraiment en elles-mêmes et qui font du sens pour moi, sans qu'elles soient liées à l'argent en premier lieu. On dira, c'est important d'avoir des choses que j'ai envie de faire en fait, parce que si j'ai la liberté de faire ce que je veux, mais que j'ai rien envie de faire, c'est parfois une certaine crise. Enfin, moi j'en ai parlé un petit peu avec mes parents, avec ma mère notamment, qui a travaillé toute sa vie presque au même endroit d'ailleurs, en tant que prof. Et quand elle est arrivée à la retraite, tu passes de travailler tout le temps, depuis 25 ans au même endroit, à liberté maximale. En plus, c'était en bonne santé, etc. Mais liberté maximale égale, oulala, il y a beaucoup de temps à occuper. Et il faut réussir à trouver des choses. En fait, ça peut sembler plus ou moins peut-être... ça peut sembler contre-intuitif de se dire, mais non, si tu as tout le temps que tu veux, forcément, tu es heureux. Ouais, il faut quand même être heureux de réussir à trouver des moyens d'occuper son temps, quand même. Voilà, ça semble assez logique, mais je voulais donner cet exemple-là, du coup, auquel je pense maintenant, parce que le coût de la retraite, apparemment, je ne sais pas ce que c'est encore, en tout cas, mais ça reste une espèce de remise en question de perspective de l'utilisation de son temps. En gros, cet objectif de faire ce que j'aime, c'est exactement comme ça que ce podcast est né, concrètement. Comme j'ai dit, je l'ai déjà dit, c'est à la suite d'une grosse réflexion fin 2020
que j'ai eues pour essayer de maximiser le sens que je pouvais trouver au quotidien, dans mon travail, dans mes actions, dans ma vie à long terme, que j'en suis arrivé à la conclusion de « Tiens, j'ai envie de lancer un podcast, j'ai envie de partager des trucs comme ça sans... » Ouais, juste pour partager des trucs en fait. J'ai envie de me payer ce luxe, parce que j'étais à un moment donné où je me suis dit « Tiens, maintenant je peux me payer un peu plus de liberté, je peux me payer un peu plus de confort, je peux libérer du temps si je le veux pour faire des choses qui me font plaisir. » Il s'avère que je peux lier ça à mon métier. Enfin bref, ça c'est un peu l'histoire de ma vie professionnelle et privée qui se mélange un peu, tu vois. Tout le monde peut pas s'apparenter et donc pas très intéressant d'en parler trop. Mais c'est venu de là, concrètement. J'ai fait ce podcast parce que j'avais envie de le faire et que je pouvais me permettre et m'offrir la liberté de le faire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi, je crois, dans un épisode de ce podcast que je peux te recommander. C'est un épisode... pour lequel j'ai énormément de très bons souvenirs. C'est l'épisode qui, à juste titre, s'appelle « Trouver du sens à sa vie ». Je crois que c'est l'épisode 37, si je me souviens bien. Ce qui était aussi basé sur un livre très très cool qui s'appelle « Flow », que j'ai dans mon étagère juste derrière, un livre très cool. Épisode 37, « Trouver du sens à sa vie », dans lequel je parle également de concrètement ça, hein, trouver du sens à sa vie, et je te parle de ma relation avec ça, et notamment avec cet événement en 2020, où j'étais parti en week-end pour me poser des questions sur ma vie, concrètement, et que ce podcast en était ressorti comme quoi, si je pouvais faire ce que je voulais aujourd'hui, j'aurais envie de lancer un podcast. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire, aussi parce que je pouvais, qu'on se le dise, bien sûr. Suivant les réponses qu'on trouverait à ces questions, j'ai envie de voyager 6 mois non-stop, là c'est plus difficile peut-être de le mettre en action que d'enregistrer sa voix sur un micro pendant 1 ou 2 heures par semaine. Ouais. Mais voilà, donc évidemment faire ce qu'on aime c'est bien joli, c'est pas donné à tout le monde au départ d'une façon égalitaire, il faut forcer de le constater, donc on doit quand même se démerder avec ce qu'on a. Et quand on parle de liberté financière, j'ai l'impression qu'on imagine souvent... on représente ça comme, et c'était mon cas, peut-être un petit peu moins maintenant, bref, on imagine souvent avoir assez d'argent pour ne plus travailler en fait, pour ne plus avoir besoin de travailler en tout cas. Mais quand ça arrive grâce à son travail, cette liberté augmente de plus en plus grâce à son travail que... Ouais. Ok, non, non, en fait ça c'est juste mon point de vue en fait, c'est mon point de vue. Étant donné que ma liberté de plus en plus grande a été créée grâce à mon travail, grâce au travail que j'aime en fait, j'ai pas envie d'arrêter de travailler en fait concrètement. Oui, j'imagine que si tu t'es sacrifié, si tu t'es sacrifié toute ta vie pour te payer une liberté financière et que t'as passé une bonne partie de ta vie à faire des choses contre contre plein de choses en toi, pas par pure nécessité, hein, on est bien d'accord, et que tu te retrouves du jour au lendemain pouvoir arrêter de faire ce travail que peut-être tu détestes, ou qui n'était peut-être pas le truc dont tu es le plus fier, pour avoir la liberté financière. Est-ce que c'est pas ce genre de truc qui laisse un vide justement dans ta vie derrière ? Je sais pas, j'ai pas du tout l'expérience à ce niveau-là, et ça serait intéressant de parler avec des gens qui l'ont et qui le reconnaissent, parce qu'il faut quand même être le mec qui reconnaît, ok, je suis riche, liberté financière, plus besoin de travailler, mais ma vie pue la merde. Voilà, parce que j'ai personne, parce que j'ai rien que j'aime, parce que personne m'aime, je ne sais pas, peu importe pourquoi. D'après les rares trucs que j'ai pu entendre sur YouTube, il y a quand même des gens qui disent, ok, mes potes riches sont pas tous les plus heureux, quoi. Voilà, bon. Après, quand on manque d'argent et qu'on entend ça, on a du mal à y croire, je conçois tout à fait. Mais tout ça pour dire que dans le cas de figure où on obtient une certaine liberté financière grâce à certaines choses qu'on aime, en aimant faire des choses, on n'a peut-être pas envie d'arrêter. On n'a pas envie... tu peux les faire pour différentes raisons. Tu les feras pour différentes raisons. Ça me fait penser à un truc, mais j'en parlerai dans un prochain épisode plutôt, je pense. Mais perso, je me suis rendu compte de ça avec mes expériences. C'est aussi le but. Le but de cet épisode, c'est de parler un petit peu de mon expérience aussi, ce qu'on m'a demandé d'ailleurs également. L'argent n'a pas augmenté continuellement mon bonheur. Avoir plus d'argent pour m'offrir plus de liberté, c'était cool, mais ça n'a pas donné beaucoup plus de sens si, je n'avais plus rien envie de faire, je n'avais rien envie de faire de cette nouvelle liberté, ou même 2, et ça c'est un truc que j'ai appris un peu en cours de route et après, ou même 2, ça n'a pas fait beaucoup de sens si
ça m'a demandé de sacrifier en cours de route trop de ma vie sociale ou sentimentale pour arriver à cette certaine liberté. C'est-à-dire que la liberté, en plus, c'est très très cool, mais j'ai quand même goûté un peu au fait de, la liberté, c'est cool, mais pas si t'as rien à faire ou si t'as personne avec qui la partager, concrètement. Voilà. Grande leçon de vie. Et c'est pas des leçons de vie, c'est plutôt des conclusions personnelles que je me permets de partager. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Mais voilà, techniquement, j'ai pas la liberté financière. Voilà, que tu le saches, on dira, que tu le saches. Encore moins quand je me projette un tout petit peu dans un futur dans lequel je veux une famille, des enfants et pouvoir subvenir au maximum à leurs besoins le plus longtemps possible. Mais j'en bénéficie quand même en partie. On va pas se mentir. Je gagne bien ma vie. Je suis très fier de comment je gagne ma vie. Et ça me permet de m'offrir une certaine liberté quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis offert cette liberté ces 3 derniers mois, gentiment, de relever le pied sur la production des vidéos YouTube sur ma chaîne principale. Ce qui relève quand même de mon gagne-pain principal quand même, on dira. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre, j'imagine, de ne pas aller travailler 3 mois. Alors c'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image parce que putain, j'ai bien travaillé. C'est juste que ça se voyait pas, c'était pas la même chose. C'est con, hein, ça reste entre nous bien sûr, mais c'est ce que j'ai raconté avec ma mère. C'est ce dont j'ai parlé avec ma mère il y a pas si longtemps, qui elle en fait regarde les vidéos, elle se dit putain, il y a pas de vidéo, tout va mal. Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils part. Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils. Qu'est-ce qui arrive à mon fils ? Il est en danger, probablement. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas, etc. Et du coup, elle m'appelle, elle me demande, et je lui dis que, en fait, ça va super bien. Et que c'est pas parce que je poste pas de vidéos que je ne travaille pas non plus. Je fais des podcasts que je considère comme étant mon travail, clairement, tout en étant quelque chose que je kiffe particulièrement faire. Et j'ai évidemment tout le business derrière, la boutique, etc. Ça travaille beaucoup dessus, beaucoup de prototypes, de nouveaux trucs à tester, des choses à faire pour le site, etc. Enfin bref. Du travail non public, un peu moins, parce que ma mère regarde pas mes podcasts. Et heureusement, non, ouais. De toute façon, si ma mère elle voulait écouter mes podcasts, elle pourrait, mais bon, bref, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même pu me permettre de ne pas faire de vidéos, m'offrir cette liberté grâce à un certain confort financier, on dira, et un certain optimisme dans l'avenir, parce que c'est pas comme si je pouvais mettre la clé sous la porte, tout effacer d'Internet, disparaître publiquement entièrement. Et puis c'est bon, tout va bien. Alors oui, si je me barrais en Asie, je pourrais tenir plus longtemps. En restant en Suisse, j'aime autant dire qu'il faut quand même, pouvoir supporter le coût de la vie par ici. Mais bon, mon style de vie, mine de rien, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps ? Comme je l'ai dit, j'ai passé plus de temps à travailler sur la boutique, à faire des podcasts, mais aussi à passer pas mal de temps avec ma copine, pour le coup. Donc, toutes ces activités, en fait, je me suis dit, et si j'ai pas fait ça, c'est parce que je me suis dit, ouais, ça fait un peu moins de sens. Ça faisait un peu moins de sens ces derniers temps de me dire, bon, il faut que je fasse des vidéos, mais j'en avais un tout petit peu moins envie et pas complètement besoin non plus. Donc voilà, pour parler un petit peu de ça. Et en plus, mon style de vie, ce que j'aime faire, est passer du temps avec des gens qui ont de l'importance pour moi, faire des podcasts, travailler un peu sur mon ordi, ça coûte pas énormément d'argent, tu vois. Ça coûte quand même pas énormément d'argent. J'ai pas le style de vie le plus flamboyant et flashy non plus. Donc, moins le style de vie qu'on a est extravagant ou bien onéreux, hein, tout simplement, plus la liberté financière devient exponentiellement facile. Alors, je mets des guillemets quand même à atteindre. Tu vois ce que je veux dire ? La liberté financière dépend énormément de combien tu as besoin pour vivre, en fait. Pour vivre et pour prévenir en cas de grosses couilles, bien sûr. Il faut de la sécurité, il ne faut pas juste avoir de quoi vivre au jour le jour, parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je dois travailler pour gagner ma vie. Je ne pourrais pas partir à la retraite demain. Mais j'ai pas envie de partir à la retraite, en fait. J'ai pas envie de tout arrêter, j'ai pas envie d'arrêter. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses que j'ai envie de faire dans cette vie. Beaucoup trop de choses. Et donc ça, c'est vraiment à la fois très très cool, mais à la fois je me dis, bon, il faut pas que je perde trop de temps non plus si j'ai envie de faire tout ça dans l'espace. Enfin, tout ça. S'il y a toutes ces choses qui m'intéressent et que je pourrais potentiellement me décider à essayer de faire avec le temps qui me reste, que j'espère qu'il me reste,
eh ben, let's go, j'ai pas le temps de rien branler et de m'apitoyer sur je ne sais quoi sur lequel je n'ai pas à m'apitoyer de toute façon, effectivement. Donc voilà, moi je veux développer... en fait, je veux tout. Je veux tout. Je veux développer mon corps, mon esprit, ma santé, mes relations. Je veux fonder une famille, je veux donner l'exemple à mes enfants. Et pourquoi pas inspirer des personnes, voire même aider des personnes à faire de même. Ce serait stylé tout ça. Tout en gérant solidement mes business et mes finances à côté, parce que c'est important pour soutenir le tout, pour soutenir une certaine liberté, par exemple, de développer mon corps, mon sport. J'ai envie de faire plein de trucs en sport, j'ai envie de faire j'ai envie de faire plein de choses. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est pour moi, c'était moi, voilà, merci, au revoir. Non, tu vois... à nouveau, je parle de ça. Alors, j'ai parlé un peu de moi, là. C'est vrai, je réalise que j'ai parlé un peu de moi. Tu m'excuseras. Mais bon, c'est aussi un petit peu l'idée. Mais à nouveau, et quand je m'entends parler, je trouve ça assez important de le préciser quand même. Je ne connais que mon propre historique avec l'argent, par exemple, comme je l'ai expliqué dans le commandement numéro 1 de l'épisode 98. J'ai jamais vécu dans une situation de pauvreté économique, familiale ou personnelle du tout. J'ai jamais eu faim par manque de moyens, j'ai pas eu la pire éducation, j'ai pas eu le pire environnement de vie non plus, et j'ai pas été la personne la plus malchanceuse non plus, je pense. Donc tout ça, ça formule ma vision, ça formule mon discours, et tout ceci mélangé évidemment avec mes expériences de vie, ce que j'ai fait par moi-même, ce que j'ai l'impression que je ne dois qu'à moi-même aussi, ce qui n'est pas rien, mais avec une situation de base pas particulièrement dégueulasse. Donc, à toi de tirer tes propres conclusions et de ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Lol. Si tu estimes que ton parcours est à l'opposé du mien, peut-être que tout ce que je raconte, c'est simplement en dehors de ta réalité, ça te semble complètement déconnecté de la vraie vie, et c'est tout à fait possible, je vois très bien comment ça pourrait être le cas quand j'essaie de me mettre justement à la place d'autres personnes. Voilà, après si tu as le luxe en quelque sorte d'écouter des podcasts, probablement sur un smartphone, je pense qu'on a quand même quelques points en commun au moins. Mais voilà un petit peu ma façon de voir les choses. J'ai envie d'utiliser la certaine liberté, donc liberté financière aussi, que j'ai pu me créer en énorme partie pour essayer de faire des choses que j'aime. Et ce podcast en fait partie et je trouve ça ouais, enfin, je suis très reconnaissant et j'ai envie de continuer. Et bref. Voilà quoi. Par contre, dans le prochain épisode solo, voilà, je segue un tout petit peu, dans le prochain épisode solo dans 2 semaines, probablement, parce que semaine prochaine on fera un épisode en duo, t'inquiète pas, on va parler mindset et discipline et on va se baser sur l'histoire de quelqu'un qui a connu un sacré paquet de merde dans sa vie et qui a quand même réussi à sortir son épingle du jeu, donc ça promet d'être intéressant, je te le dis, parce que personnellement j'ai trouvé ça super. Mais bref, peu importe si t'aimes profondément ton travail qui te permet de vivre ou si tu travailles pour mieux profiter en parallèle de ce que t'aimes vraiment, ou si tu ne fais que travailler actuellement en sacrifiant certaines choses pour investir dans un futur avec beaucoup plus de liberté. Perso, moi je vais pas juger plus que inconsciemment en tout cas, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai beau dire que je ne juge pas, qui suis-je pour être sûr que je ne juge pas, je sais pas. Je vais pas juger, on dira, mais je pense aussi personne devrait en avoir le droit, car personne n'est dans ta tête et personne n'a ton vécu. Par contre, je t'encourage comme toujours à te demander régulièrement pourquoi tu fais ce que tu fais, de façon à rester aligné autant que possible entre tes actions, tes pensées, ton identité, et à réajuster en cas de besoin et en fonction de tes possibilités. Et si je t'encourage à faire ça, c'est parce que j'aime penser que je m'encourage à le faire moi-même, hein, concrètement, à nouveau. Réfléchis pour toi, apprends à te connaître autant que possible. C'est aussi extrêmement important de faire ça, je pense, pour en revenir un peu à ce que j'ai dit avant, pour ne pas donner trop de pouvoir à quelqu'un d'autre de te définir de façon crédible à tes propres yeux, que ça soit moi, tes potes, ta mère ou les médias. Personne ne doit pouvoir te dire qui tu es sans avoir, à mon sens, sans avoir à affronter en premier lieu toutes les défenses identitaires que tu t'es créées toi-même, par toi-même, notamment par rapport à ce que tu as vécu, mais aussi à force de travail, de remise en question et de réflexion sur tes actions, tes idées, tes opinions, qui sont évidemment aussi formées par les opinions des autres. Donc il faut être capable... T'as un espèce de poste de défense
Quand quelqu'un quand quelqu'un essaie de te définir ou de te dire ce que tu devrais penser ou ce que tu devrais être, eh bien, tu prends ces informations, elles doivent passer au petit guichet de test. C'est comme à l'aéroport. T'as un espèce de scan comme ça. T'as les opinions des autres qui arrivent devant le scan, on dit bon, enlevez vos chaussures, on va les scanner parce que si ça se trouve il y a beaucoup de merde dedans, on n'a pas envie que vous preniez des explosifs à l'intérieur, vous comprenez? Donc le mec, les opinions doivent mettre leur sac et leurs chaussures dans un petit treillis comme ça passe dans des rayons infrarouges, toi tu vas dans un truc, tu dois lever les bras, t'as un truc qui... Les opinions tournent, les opinions des autres sont passées au rayon X, au laser infrarouge, à je ne sais quelle technologie, on peut voir au travers, on peut voir s'il y a des couteaux qui sont cachés dedans. Si c'est de la grosse merde, eh bien désolé, vous ne pouvez pas passer la sécurité. Si ça vaut la peine d'être entendu, eh bien ça passe la sécurité. Et là, c'est à l'intérieur de nous et c'est à nous d'en décider plus consciemment. Après avoir fait le check de sécurité, c'est à nous de décider si ça vaut la peine d'altérer, d'adapter notre façon de voir, d'être ou de penser. Par exemple, voilà. Comme d'habitude, je le répète parce que c'est important. Mon but avec ce podcast, c'est d'essayer de te donner des pistes de réflexion ou d'action à évaluer pour ta propre vie, concrètement. Je suis persuadé qu'on est tous capables de se prendre en main et de se responsabiliser un petit peu ou un petit peu plus. Et j'aime penser que globalement, ça serait pas une mauvaise chose. En tout cas, dans ma vision à moi de la réalité. Peut-être suis-je complètement déconnecté de l'écrasante majorité de la pensée des gens. Je ne sais pas. Je ne peux que essayer de comprendre le monde et les gens autour de moi. Mais j'aime penser que ça aide de se comprendre un petit peu soi-même avant d'attaquer quelque chose d'encore plus gros. Bref, ne bois pas aveuglément ce que je dis, évidemment. Trie, adapte, accepte ou refuse ce qui, après réflexion, peut ne pas te correspondre. La liberté, ça commence aussi à l'intérieur de soi, de sa tête, de ses pensées, avant de dépendre notamment de son compte en banque. Même si la liberté va aussi dépendre de son compte en banque, comme on l'a vu dans cet épisode qui touche gentiment à sa fin, je crois. On a quand même assez bien poncé le sujet, j'ai l'impression, je l'ai fait du mieux que je peux, évidemment, avec mes propres capacités, compétences et expériences. Et je me suis basé sur les 6 pages de ce livre, dont j'ai surtout parlé du tout début, parce qu'après, il donne plus d'exemples. Et puis, ouais, c'est quand même très stylé. Ce livre est quand même assez stylé. Il m'aura en tout cas permis de faire pas mal d'épisodes, ou de me permettre des réflexions qui me permettent de réfléchir et d'essayer de les partager de façon, je l'espère, assez compréhensible et en comprenant suffisamment de valeur dans ce podcast et ces épisodes. Voilà, on s'arrête un petit peu sur cet épisode sur la liberté. La liberté, c'est également le choix qui t'appartient entièrement d'aller mettre 5 étoiles au podcast. C'est aussi la liberté d'aller partager cet épisode sur Instagram pour montrer à tes amis que t'es le genre de personne qui est capable de se prendre un peu en main et que donc t'es le genre de personne qu'on a envie d'avoir dans son entourage. Je dis ça, je dis rien, peut-être que je me fais des illusions. ericflag.com pour tes besoins en matériel, code ericflag sur myprotein.fr pour tes besoins en compléments alimentaires et en vêtements de sport. Voilà, on se retrouve dimanche prochain pour un épisode duo dans lequel on va parler de sport et de dépassement de soi. Ça va être très stylé, je ne serai pas seul et je vais arrêter de parler un peu pendant une semaine et on reviendra la semaine d'après pour un nouvel épisode solo sur le mindset, la discipline pour exploser la vie. Voilà, dans le bon sens du terme. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. Je kiffe chacune des personnes qui donnent de son temps et de son attention pour écouter cela. J'espère que ça fait naître des réflexions dans ta tête et peut-être même encore plus avec d'autres personnes. C'est trop stylé. À dimanche prochain. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi.